Vous m'entendez bien? Oui? OK. Alors, comment ça se passe de votre côté? Comment se passent vos autres cours d'informatique, électronique, électrotechnique? Ah, normal, monsieur. Tout va bien? Ouais, tout va bien. OK. Tout se passe bien, tranquille. OK, super. Très bien. Le moral va bien? Ah, bof, hein, ça commence à devenir Pour les long, là, vacances, quoi. le distanciel, là. Le distanciel, ça commence à devenir pesant? Ouais. Bah, écoutez, nous, on a aussi hâte de vous revoir au sein de l'école, mais on essaye de faire avec les directives que l'on reçoit chaque semaine. Donc au début, il était question que ça reprenne pour les universitaires et les grandes écoles à partir de février. Ensuite, on entend dire janvier. Donc voilà, on ne sait pas trop pour l'instant où est-ce qu'on en est. Il y a un discours qui va être prononcé aujourd'hui par le Premier ministre. Donc peut-être qu'on en saura un peu plus sur comment se passera la rentrée après les fêtes après les vacances de fin d'année. Voilà. OK. Alors, j'ai donc revu le dernier cours qu'on avait eu ensemble et on s'était donc arrêté sur euh, l'algorithme d'Aitken. Est-ce que par rapport à ce dernier cours, vous avez des questions, il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous aimeriez éclaircir? Oui, monsieur. Oui, je vous écoute. Juste, si vous pouvez rappeler, en fait, parce qu'en fait, j'ai bien compris de manière concrète ce qui fait euh, comment ça s'appelle? Avec Lagrange, là. Ça, j'ai bien compris Oui, de manière concrète, mais Aiken, oui. ça, ça je comprends moyen. Alors, euh, on va un petit peu, on va un peu reprendre l'idée Juste d'Aitken. surtout, en fait, le principe de base de ce qui fait ce. Oui, tout à fait, pas de problème. Alors, euh, je vais là, je vais alors présenter maintenant, donc je vais déjà partager mon écran avec vous, voilà, et je vais bien sûr enchaîner sur une explication par rapport à l'algorithme d'Aitken. Alors, l'idée de l'algorithme d'Aitken, comme je voulais un peu illustrer la dernière fois, c'est de se dire, est-ce que si je connais un polynôme qui passe par un certain nombre de points, d'accord, et que je connais un autre polynôme qui passe par un autre ensemble de points, sachant que ces deux polynômes ont en commun des points, est-ce que je suis capable de construire un polynôme qui passe par l'ensemble des points? D'accord. Donc, pour faire simple, je vais euh, voilà, je vais prendre ici un graphe. Je dis voilà, j'ai on va faire un petit exemple. Voilà. Donc là, par exemple, vous avez là vous voyez combien de points? Combien j'ai de points ici? 4. Exactement. Donc j'ai 4 points. Donc, ça veut dire que par ces 4 points-là, je sais construire
un polynôme. Il sera de quel degré? Trois. Exactement. Il va être de degré 3. Donc, ça veut dire quoi? Je sais construire un polynôme. Ça veut dire que je sais trouver l'équation, voilà, d'un polynôme de degré 3 qui passe par ces 3 points. Voilà. Donc, celui-ci, je connais son équation et je vais donc l'appeler Q3, puisqu'il est de degré 3, Q3 de x. Voilà. Alors, imaginons que j'ai à ma disposition un autre polynôme. Voilà. J'ai un autre polynôme qui, lui, passe également par 4 points et qui a 3 points en commun avec Q3. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est celui que je suis en train de tracer en bleu. Voilà. Voilà notre polynôme qui, lui aussi, est un polynôme de degré 3, puisqu'il passe par 4 points, et il a 3 points en commun avec Q3. Donc, celui-là, je vais l'appeler R3. R3 de X. Donc, R3 de X, lui, il passe par les points dans les abscisses sont X1, X2, X3, X4. Voilà. Alors, imaginons que maintenant, je veux construire un polynôme qui passe par ces 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il serait de quel degré? 6. Ah non. 5. Ah non. 5. 4. Exactement. Si je veux maintenant construire un polynôme qui passe par ces 5 points, ça va être un polynôme de degré 4. Monsieur, comment on fait pour savoir le degré du polynôme? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'un polynôme, Nombre de points moins 1. exactement, un polynôme qui passe par n points, il est de degré n-1. Quand vous étiez au lycée, si j'ai 2 points, quelle est la courbe qui passe par 2 points? C'est une droite, non? C'est une droite. Très bien. Et une droite, c'est un polynôme de quel degré? Degré 1. Ben voilà. Donc, quand vous avez n points, vous pouvez faire passer un polynôme de degré n-1. C'est la raison pour laquelle, lorsque je dis j'ai un point, j'ai qu'un point, je peux faire passer un polynôme de quel degré quand j'ai un point? Voilà, j'ai un point. Bah, c'est une droite, c'est Ouais, une droite horizontale, quoi. exactement. C'est une droite horizontale. Donc, c'est un polynôme de degré. Exactement. C'est un polynôme de degré 0. Voilà. Donc, si je reviens à un autre problème. Donc, j'ai un polynôme qui passe par 4 points. Je l'appelle Q3. J'ai un autre polynôme R3 qui passe lui aussi par 4 points et qui a 3 points en commun avec Q3. Donc, je connais 2 polynômes. Aitken nous dit, si je connais ces 2 polynômes-là, je suis capable de connaître le polynôme qui, lui, passe par les 5 points. C'est-à-dire celui-ci, que je suis en train de dessiner en vert. Voilà. Donc, en vert ici, j'ai un polynôme qui, lui, est de degré 4, puisqu'il passe par 5 points, et que donc j'appelle P4 de X. Voilà. Donc, tout l'algorithme d'Aitken, c'est de dire, voilà, si je connais Q3,
si je connais Q3, je connais R3, je peux construire P4. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si je connais un polynôme de degré 1 et je connais un autre polynôme de degré 1 et qui ont donc un point en commun, les deux, alors je peux construire un polynôme de degré 2, etc., etc. Et donc, ça permet en fin de compte, ce que je vous ai illustré la dernière fois dans le cours, ça c'était pour la démonstration, et après, on était allé sur un tableau, si vous vous souvenez bien, un tableau, où au fait, on illustre la construction de l'interpolation polynomiale. Imaginons, donc ici maintenant, le problème que l'on se pose est le suivant. Ici, on a 5 points. X indice 0, X indice 1, X indice 2, X indice 3, X indice 4. Ces 5 points-là, ils ont chacun une ordonnée. D'accord? Vous avez bien compris que quand je vous parle de points, c'est-à-dire que je vous parle d'un couple abscisse ordonné. Abscisse ordonnée. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 5 points d'abscisse ici, et ces 5 points d'abscisse ici, je connais leur ordonnée. C'est une donnée du problème. Mais sauf que ici, les ordonnées, pourquoi est-ce que je les ai notées P et en dessous X indice 0 et ensuite je remonte entre parenthèses X. P en dessous X indice 1 et je remonte entre parenthèses X. Qui peut m'expliquer pourquoi on a cette notation-là? Et pourquoi je n'ai pas tout simplement ici Y indice 0, Y indice 1, Y indice 2, Y indice 3, Y indice 4? C'est pour désigner les couples, non? C'est pour désigner quoi? Les couples. C'est pour là, par exemple, quand je dis X indice 0, il a pour ordonnée, alors c'est peut-être lié au fait à la notation où je n'ai pas été très clair. Quand je dis, voilà, j'ai un point X indice 0, ordonnée Y indice 0. Si j'ai un point, qu'est-ce qu'on a dit? Je peux construire quoi? Quel polynôme? On l'a illustré ici. Donc, j'ai un point. Voilà, j'ai un point ici. L'abscisse X indice 0, d'ordonnée Y indice 0. Vous voyez bien que je peux construire un polynôme de degré 0. C'est celui que j'ai tracé en violet. Ben, ce polynôme-là, de degré 0, je le note P, X indice 0, pour dire au fait qu'il ne passe que par un point. Voilà, P, X indice 0, de X. Et ce P de X indice 0 de X, c'est un polynôme, c'est une constante, c'est une droite horizontale. Quel que soit X, il vaudra quoi? Y0. Exactement. Il vaudra Y indice 0. Donc, ça veut dire qu'au début, quand je démarre la construction d'Aitken, je connais en fin de compte quoi? Quand je démarre la construction d'Aitken, je vais reprendre ici, je connais mes points, c'est-à-dire les abscisses de mes points, et je connais leurs ordonnées. Et leurs ordonnées, je les note comme quoi? C'est tout simplement un polynôme qui passe par un point, donc de degré 0. Donc après, alors je vais zoomer pour bien comprendre. Voilà. Après, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on a dit avec l'algorithme d'Aitken? Si je connais un polynôme de degré 0 et je connais un autre polynôme de degré 0 lui aussi, alors je peux construire un polynôme de degré 1. C'est pour ça que celui-ci, il est noté X indice 0, X indice 1. Et je continue. Si je connais un polynôme de degré 0 ici et un autre polynôme de degré 0 ici, alors je peux construire un polynôme de degré 1.
Autrement dit, quand je connais un polynôme de degré 1 autre polynôme de degré 1, alors je peux construire un polynôme de degré 2. Quand je connais un polynôme de degré 2 et que je connais un autre polynôme de degré 2, alors je peux construire un polynôme de degré 3. Et en fin de compte, quand je connais un polynôme de degré 3 et un autre polynôme de degré 3, alors je peux construire un polynôme de degré 4. Comment je vais le construire? Comment je vais évaluer ce polynôme? C'est la démonstration que nous avons vue la dernière fois, et qui est résumée par cette équation. Donc, cette équation, si on zoome dessus, pour bien la comprendre, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette équation? Elle nous dit que la valeur d'un polynôme de degré n en un point x, elle est connue si je connais le polynôme de degré n-1 en x et un autre polynôme de degré n-1 en x. Vous voyez bien que ce polynôme-là et ce polynôme-ci, qu'est-ce qu'ils ont en commun comme point? Ils ont le point x indice 1, x indice 2, etc., jusqu'à x indice n-1. De 1 jusqu'à n-1, ce sont des points communs à ce polynôme et à ce polynôme. Donc, c'est-à-dire que lorsque je connais ce polynôme et que je connais celui-ci, je peux évaluer la valeur du polynôme de degré supérieur en un point x, quand je connais bien sûr les extrémités x indice n ici et x indice 0 ici. Mais c'est exactement ce qu'on illustre dans le tableau d'Aitken. Alors, je vais redescendre d'un cran ici. Hop. Voilà. Donc, dans ce tableau d'Aitken, au départ, j'ai que des polynômes de degré 0. Et à partir de ces polynômes de degré 0, je construis des polynômes de degré 1. Et à partir de ces polynômes de degré 1, je construis des polynômes de degré 2, de degré 3, jusqu'à mon polynôme de degré 4, puisqu'en fin de compte, ce que je cherchais à obtenir, c'était la valeur de mon polynôme de degré 4 en un point x. Alors, allez-y, posez des questions. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc, monsieur, à chaque les valeurs des polynômes de degré 1, degré 2, etc., elles sont sous forme numérique, mais pas sous forme de variable, si j'ai bien compris. Elles sont sous forme. Là, quand vous regardez la fonction d'Aitken, quand vous écrivez une fonction, vous donnez des noms à vos variables. D'accord? Mais c'est au moment où vous utilisez votre fonction que vous allez donner des valeurs à vos variables. Donc ici, quand je dis x, ça peut être n'importe quel réel. X, ça peut être moins 10, moins 100, 1000, 12 000, 32 000, 0, 4, peu importe, je le désigne par x. Donc, en un point x, je veux connaître la valeur de mon polynôme qui passe par ces 5 points. C'est-à-dire que je veux connaître cette valeur-là. Et pour connaître cette valeur-là, j'ai besoin de connaître les polynômes qui passent, eux, qui sont de degré inférieur et dont je connais la valeur au point x. Et de manière itérative, pour connaître ce polynôme, j'ai besoin de connaître ces deux-là. Pour connaître ce polynôme, j'ai besoin de connaître ces deux-là. Vous voyez qu'à chaque fois, la construction, elle est comme ça. Pour construire, par exemple, celui-ci, qu'est-ce que je fais? Je prends celui-là et celui-là, et ça me permet de construire celui-ci. Voilà. Pour construire celui-ci, quand je dis construire, c'est peut-être le vocabulaire qui vous perturbe un peu. Quand je dis construire, ça veut dire au fait évaluer, donner
la valeur d'un polynôme en un point x. C'est ça ce que ça veut dire. Donc ici, pour connaître P, x1, x2, x3 en x, ben j'ai besoin de connaître P en x1, x2 en x, et j'ai besoin de connaître P en x2, x3 en x. Voilà. Quand je connais la valeur de celui-ci et la valeur de celui-ci, ça me permet de connaître la valeur de celui-ci. Et on a vu un exemple. L'exemple qu'on a vu, il est très simple. Et il permet de bien comprendre l'algorithme. Quand on a vu cet exemple-là, souvenez-vous, alors, c'est peut-être moi qui vais vous poser maintenant la question. Est-ce que cet exemple-là, vous l'avez compris? Bah justement, monsieur, c'est cet exemple-là que je voulais qu'on revienne, si possible. Ah, C'est surtout avec la partie avec le P de x0 à x1 de 2,5. J'ai pas compris comment vous avez fait pour trouver mon 2. d'accord, d'accord. Bon, bah, très bien. Alors, ok, pas de souci. Alors, on va. Là, j'ai un peu de chance aujourd'hui parce que la salle, elle est chauffée. Donc, on va pouvoir travailler plus tranquillement. Voilà. Alors, on va revenir en détail sur cet exemple-là. Alors, sur cet exemple, j'avais fait des dessins aussi, mais apparemment, ça n'a pas été très clair. Je vais le reprendre en détail. Je vais le reprendre en détail, sauf que je vais quand même enregistrer ça parce que ça fait partie de mon cours d'aujourd'hui. Alors, enregistrer sous, peu importe. Voilà. Hop. C'est 10, 12. Je vais mettre sur le bureau. Voilà. Très bien. Alors, je vais reprendre une nouvelle feuille ici. Voilà. Alors, il faut bien comprendre ici, c'est quoi notre problème. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, voilà, donc je dessine un repère ici. On a 3 points. On a 3 points. 0, 3. Donc 0, 1, 2 et 3. Voilà, on a 3 points. Premier point, il est ici. On a 2 et moins 1. 1, 2 et moins 1. Donc, on a un deuxième point ici. Voilà. Et on a un troisième point qui, lui, est en donc 1, 2, 3, 4, 4 et 3, donc qui est situé ici. Voilà. Alors, imaginons que voilà, vous avez 3 points. Et vous savez tous que par 3 points, passe un polynôme de degré 2. Donc, ça veut dire que si je calcule l'équation de ce polynôme, je vais trouver quelque chose qui va ressembler à ce que je suis en train de dessiner. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué? Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, très bien. Donc, imaginons que maintenant, voilà, donc vous avez construit votre polynôme ici, et ce polynôme, il est de degré 3, donc je vais dire que il passe par 3 points, pardon, il est donc de degré 2, donc c'est un P2 de x. Voilà. Alors, c'est quoi x? X, c'est tout simplement ici l'axe des abscisses. Voilà. Alors, maintenant, je vous pose la question à vous. Je vous dis, P2 de 0, ça vaut combien?
Bah, ça fait 3. Voilà. Si je vous dis P2 de 2, vous allez me Moins répondre. 1. Qu'est-ce que vous allez me répondre? Moins 1. Moins 1. Et P2 de 4, bah, vous allez me répondre, bah, ça vaut 3. Mais si je vous dis que vaut P2 de 2,5, Ça va faire moins 0. Je sais pas, je vais inventer une valeur. Moins 0,5. Je ne veux pas que vous inventiez une valeur. Je veux la valeur exacte de ce polynôme P2 au point 2,5. En ce point-là. Moins 2, ça va faire moins 0,5, je pense, environ. D'accord? Non, mais ce n'est pas une question d'environ. Ça veut dire que si vous voulez me répondre exactement, vous allez me dire, bah, il faut d'abord que j'ai l'équation de P2 de X. Oui, oui, c'est ça, je veux dire. Mais Voilà. graphiquement, je pense. Voilà. Vous allez me dire, bah, si vous voulez que je vous donne une réponse exacte, bah, laissez-moi calculer l'équation de P2 de X, et après, je vais remplacer X par 2,5, et après, je vais vous répondre. C'est ça que vous deviez me répondre, normalement. Vous êtes d'accord? Oui. Ben voilà. Et alors maintenant, la question, c'est P2 de X. Ben, vous savez construire son équation, puisque on a appris à construire l'équation d'un polynôme qui passe par 3 points avec les polynômes de Lagrange. Ça, on sait le faire. Il suffit de faire quoi? Ben, il suffit de regarder déjà ce qu'on avait vu en cours. Voilà. Donc, dans le cours, si je reviens sur ce qu'on avait vu avant, j'ai effectivement, voilà, quand j'ai 3 points, on l'avait même illustré dans le cours, voilà, quand je dispose de 3 points, ben, je peux construire un polynôme de degré 2. Donc, ça veut dire que cette construction-là, vous savez la faire, et vous avez bien entendu les ordonnées, les abscisses, les ordonnées, les abscisses, les ordonnées, les abscisses. Donc, vous pouvez effectivement répondre, voilà, une fois que j'aurai construit j'aurais établi l'équation de mon polynôme, ben, je peux vous donner la réponse à votre question. Sauf que moi, ce que j'essaie de vous expliquer au travers de cet exemple, c'est qu'on ne va pas le faire comme ça. On va évaluer cette valeur en utilisant justement la décomposition d'Aitken. D'accord? C'est ça le but de cet exemple. Alors, Oui, comment? Oui, c'est une autre méthode que Lagrange, mais ça. Voilà, exactement. C'est une autre, mais on ne va pas emprunter la méthode classique avec les polynômes de Lagrange. On va utiliser une autre méthode, qui est celle de l'algorithme d'Aitken. Alors, si je veux utiliser l'autre méthode, ça veut dire que ce P que j'ai ici, que j'ai avec en dessous ici x indice 0, x indice 1, x indice 2, c'est juste pour désigner, au fait, c'est pour désigner ce polynôme-là que je vous ai tracé en rouge, qui est de degré 2, c'est-à-dire qu'il passe par 3 points. Et je veux connaître sa valeur en 2,5. Voilà. Alors, comment je vais faire pour connaître sa valeur en 2,5? Je vais me référer à la construction d'Aitken. Donc, Aitken me dit, si je veux connaître la valeur de ce polynôme en 2,5, ben, il faut que je connaisse la valeur du polynôme qui passe par les points 0, 1 en 2,5 et le polynôme qui passe par les points 1, 2 en 2,5. Si je connais la valeur, si je connais cette valeur et je connais cette valeur, alors je pourrais connaître celle-là. Est-ce que ça, c'est clair? Ou c'est peut-être ça qui n'est pas clair? En fait, ouais, quand vous dites ça comme ça, en fait, genre, c'était juste des expressions, mais quand vous expliquez en français, on va dire, ouais, j'ai compris. Attendez, excusez-moi, j'ai juste une petite interruption. À partir de 13h30. Ok, très bien. D'accord, je vais quitter la salle. Excusez-moi, j'ai juste une petite interruption. Je vais interrompre le cours 5 minutes, le temps de changer de salle. Et je vous reprends.
Alors, tac, tac, tac. Alors, est-ce que vous... Microphone sur casque. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui, monsieur. Ok, On vous entend. ok, très bien. Ok. Alors, désolé pour la petite interruption. Donc, j'étais en train de... donc, j'étais en train d'expliquer l'exemple qu'on avait déjà vu donc la dernière fois. Voilà. Et donc, j'étais en train de vous demander si vous aviez compris de quoi il s'agit. Et j'étais en train de vous expliquer que l'idée ici, c'est de se dire, voilà, j'ai 3 points et j'aimerais connaître le polynôme. Donc, le polynôme qui passe par ces 3 points, je veux l'évaluer en un point qui ne fait pas partie des points de colocation, c'est-à-dire ici, sur le point 2.5. Et donc, j'étais en train de dire que pour pouvoir connaître ce polynôme de degré 2 en 2.5, bah, il faut connaître le polynôme de degré 1 en 2.5 et l'autre polynôme de degré 1 en 2.5. Est-ce que cette première équation que vous avez ici, celle-là, vous la comprenez? Monsieur, vous n'avez pas projeté le poly. Votre écran. Votre Ah oui, écran, pardon. oui. Alors oui. Mais j'ai compris le sens, monsieur. Non, mais excusez-moi, je m'excuse. Je pensais que j'avais que j'étais en train de présenter mon écran. Alors, tac, 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 présenter maintenant. Voilà, c'est les inconvénients, comme on dit. Voilà, hop. Voilà, je pense que là, ça va aller mieux. Voilà. Voilà, donc j'étais en train de vous poser la question. Est-ce que vous avez tout simplement compris déjà d'où venait cette première équation qu'on écrit ici? Oui, oui. Ok, ben c'est bon. Donc vous voyez bien que dans cette équation-là, je me retrouve en fin de compte avec le même problème qui est celui de savoir si je veux connaître mon polynôme de degré 1 en 2.5, celui-ci, ben, il va falloir que je connaisse le polynôme de degré 0 et l'autre polynôme de degré 0 en 2.5 également. D'accord? Sauf que le polynôme de degré 0 en 2.5, je peux le connaître. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Parce qu'il est marqué dans le tableau, non? On connaît les coordonnées. Voilà, exactement. Parce que tout simplement, comme c'est un polynôme de degré 0, ben, il faut tout simplement l'ordonner. Si c'est x indice 0, ben, il vaudra 3. Si c'est un x indice 1, ben, il vaudra moins 1. D'accord? Puisque c'est des constantes. C'est des polynômes de degré 0, c'est une droite horizontale. Donc, dès lors que j'arrive à ce stade-là et que j'arrive à connaître ces deux polynômes, ben, ça me permet de connaître celui de degré qui est supérieur. Et connaissant celui-ci, ben, je peux revenir à mon équation ici. Et en fin de compte, connaissant celui-ci, je pourrais revenir à mon équation ici et je finirai donc par aboutir à mon résultat. Alors, dans l'exemple qu'on vous donne ici, on vous a détaillé le calcul pour connaître P01 et le même calcul vous permettra d'obtenir P de 1,2. P de 1,2, ça veut dire que je vais utiliser P en 1, P en x1, et je vais utiliser P en x2. P en x1, il vaudra moins 1, et P en x2, il vaudra 3. Donc, vous voyez que de proche en proche, je vais déjà descendre jusqu'à arriver au degré 0. Et quand je connais le degré 0, ben, je vais remonter, je connais le degré 1. Et quand je connais le degré 1, ben, je vais pouvoir en fin de compte connaître le degré 2.
Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions là-dessus? Non, c'est bon, tout est clair. Merci. C'est clair. Ok, très bien, nickel. Et donc, ça, c'est l'exemple que vous aviez en cours. Et ensuite, on avait traité également un exercice. Souvenez-vous, on avait traité un exercice jusqu'au bout. Et pour celles et ceux qui ont encore un petit peu de mal avec cet exercice, ben, vous pouvez toujours reprendre le cours de la dernière fois, qui est bien sûr toujours sur la même chaîne YouTube. Voilà. Alors maintenant que vous avez compris l'algorithme d'Aitken, vous voyez bien que cet algorithme d'Aitken, imaginons que maintenant, alors voilà, là c'est pour tester un peu votre compréhension de cet algorithme. Imaginons que voilà, j'avais 5 points et j'ai pu évaluer mon algorithme passant par ces 5 points en un point X. Et plus tard, on est venu et on m'a fourni un 6e point. Alors je vais le faire ici. Imaginons que plus tard on est venu et on me dit voilà, mais au fait, 5 points, ça ne nous suffit pas. On a récupéré un 6e point. Donc je vais noter ici X indice 5. D'accord? Voilà. Ben, ce X indice 5, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je connais sa valeur, puisque c'est un point, donc ça veut dire que je vais pouvoir noter que P de X indice 5, ici, le X, ça vaudra son ordonnée. Et vous voyez que si j'ai ce point-là, ben, ça veut dire que je vais être capable de connaître le polynôme qui, lui, cette fois-ci, passe par 4, 5. Pour simplifier, je le note ici P4, 5. Voilà. Donc, comme je connais 3, 4 et 4 et 5, donc je vais pouvoir connaître ici 3, 4, 5. Ici, je vais pouvoir évaluer mon polynôme qui passe par les points 3, 4 et 5. Alors, comme je connais 2, 3, 4 et je connais 3, 4, 5, ben, je vais pouvoir connaître 2, 3, 4, 5. Ici. Ici, je vais pouvoir connaître mon polynôme 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, je connais 1, 2, 3, 4. Je connais 2, 3, 4, 5. Ben, je vais pouvoir ici évaluer mon polynôme en 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et comme en fin de compte, je connais 0, 1, 2, 3, 4 et ici 1, 2, 3, 4, 5, ben, je vais pouvoir connaître mon polynôme qui passe en fin de compte par 0. Donc, je vais le noter ici. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà un peu l'avantage de cet algorithme d'Aitken. Ça veut dire qu'au fait, vous voyez que quand j'ai eu un nouveau point, je me suis servi des calculs d'avant pour pouvoir évaluer ce nouveau polynôme qui tient compte de ce nouveau point. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, on va se dire, bon, quelle est la complexité de cet algorithme? Alors maintenant, moi, je vous pose la question. Quand je vous pose la question, la complexité d'un algorithme, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Mais là, il faut répéter, en fait. Par Non, mais exemple, qu'est-ce que le mot complexité? Le nombre d'opérations? Voilà. Dès qu'on vous parle de complexité, ça veut dire que je vais évaluer le nombre d'opérations qu'il faut faire quand je vais utiliser cet algorithme. Donc,
on va revenir toujours Monsieur à cette... Oui, Ça existe une complexité en grand taux de zéro, où il y a zéro opération à faire? Ou ça se dit pas? et s'il y a zéro opération à faire, c'est que l'algorithme, il fait rien. Il y a rien. Ah, ok, ouais. C'est un algo, il fait rien. Ouais, Il fait rien. C'est une fonction MATLAB, fonction. Voilà, tac. Fonction y égale à rien de x, rien. C'est-à-dire qu'au fait, quand on l'appelle, cette fonction, voilà, hop, elle fait rien du tout, elle arrive à la fin de la fonction. Il n'y a rien. Et là, effectivement, oui, il a fait aucune opération, donc voilà. Alors, la complexité. Donc, on va toujours revenir un peu à cette idée à cet exemple-là, où il s'agit d'évaluer un polynôme en un point x, et donc un polynôme de degré 4. Donc, pour pouvoir faire ça, vous voyez que je suis obligé de connaître les polynômes intermédiaires, et à chaque fois, hop, j'ai un calcul de moins à faire, jusqu'à arriver au polynôme que moi je veux, celui qu'on s'est fixé, c'est-à-dire celui qui passe par l'ensemble de ces points-là. Donc maintenant, je fais combien d'opérations élémentaires à chaque fois que je pars d'un polynôme que je connais, un deuxième que je connais, et je vais construire un nouveau. À chaque fois que je vais construire un nouveau, je me sers des deux d'avant, et j'ai noté ici 7 OPE. Alors, ça veut dire quoi, 7 OPE? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça signifie? C'est opération élémentaire. Exactement. À chaque fois que je pars de deux polynômes que je connais et que je veux évaluer le nouveau polynôme à partir de ces deux-là, je vais faire 7 opérations élémentaires. Oui. À chaque fois, je vais faire 7 opérations élémentaires. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer d'où vient ce 7? Là. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire d'où vient ce Si on nombre reprend 7? l'exemple du calcul qu'on a fait, l'exemple du dessus, là, on peut compter 7. Quand on a fait le calcul, on compte 7 opérations. Celui-là, ouais. En Celui-ci. dessous. Voilà. C'est exactement ça. Ça vient exactement d'ici. Vous pouvez me dire lesquels? Comment vous voyez ça? Ça va être le x moins xn, une. Une, très bien. On multiplie au polynôme. Oui. 2, Deux. moins 3, Oui. x0 moins x4, Oui. 5 fois le polynôme, Oui. 6 xn moins x0, Très bien. et 7 le quotient en lui-même. Voilà, bravo. C'est exactement ça. Voilà les 7 opérations élémentaires que je fais à chaque fois que je passe de 2 polynômes à 1. De 2 polynômes à 1. Ce qui fait que je me retrouve avec quoi? Je me retrouve ici avec, alors, le n qui est là désigne le degré du polynôme. Donc, dans cet exemple que je vous ai illustré dans le tableau, le degré de ce polynôme, il est de 4. Vous voyez que sur cette colonne-là, je vais me retrouver avec 4 fois 7, c'est-à-dire 7n. Sur cette colonne-ci, je vais me retrouver avec 7n-1, etc. jusqu'à la dernière, hop, où je vais me retrouver avec 7 opérations élémentaires. Donc, ce qui nous fait, c'est une suite, en fin de compte, c'est tout simplement une suite arithmétique. Et on se retrouve, en fin de compte, avec 7 n que multiplie n plus 1, le tout divisé par 2. Vous voyez bien que ici, on va se retrouver avec une complexité en O de combien? N ici. N comment? N carré. Exactement, en n carré. Donc, toujours avec une complexité
quadratique. Donc, du coup, vous pouvez très bien dire, bah alors dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai gagné en utilisant cette forme de calcul plutôt que l'algorithme à base des polynômes de Lagrange, puisque lui aussi, il avait une complexité qui était en quadratique. Alors, en réalité, on n'a pas gagné grand-chose, puisque c'est du même ordre. La seule chose qui est intéressante avec l'algorithme d'Aitken, c'est comme je vous l'ai dit, quand on va avoir un nouveau point, on va pouvoir exploiter les calculs qu'on avait fait avant pour évaluer le nouveau polynôme. Alors la question c'est, mais comment ça peut se passer en pratique? Pour donner un exemple, je ne sais plus si c'est avec vous ou les autres groupes, j'avais déjà, je crois, parlé un petit peu de cet exemple-là, où j'avais dit que, imaginons que par exemple, voilà, vous avez un champ. Bah, imaginons, voilà, vous êtes diplômé, vous êtes ingénieur et vous avez eu la chance de décrocher un job dans une grande société qui est une société qui fait de l'extraction de pétrole. Voilà, ça peut être bien de décrocher un job comme ça. Alors, comment ils travaillent les ingénieurs qui font de l'extraction de pétrole? Comment ils savent que, par exemple, hein, on va un peu discuter un peu de culture, comment ils peuvent évaluer que, voilà, sur un champ, il y a quelque part, voilà, en ce point-là, il y a des chances de pouvoir trouver du pétrole? Comment ils arrivent à évaluer ça? Est-ce que quelqu'un a une idée parmi vous? Ils vont sonder le sol. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire, comme vous dites, ils ont vu comme quoi, effectivement, ici, il y avait du pétrole, ici, il y avait du pétrole, ici, il y avait du pétrole, et ils vont donc faire une interpolation, et ils vont pouvoir faire des prédictions, des prévisions sur un point. D'accord? Vous comprenez bien que ces prévisions qu'ils vont faire, elles sont d'autant plus précises qu'ils ont des échantillons. Voilà. Donc ça veut dire que s'ils ont fait une première interpolation avec ces 3 points et que plus tard ils ont ce nouveau point, ben, ils vont refaire une nouvelle interpolation, ils ont quelque chose de plus précis, et encore plus tard ils vont pouvoir faire une nouvelle interpolation parce qu'ils ont encore une nouvelle information qui est ici. Donc ça veut dire que de plus en plus, ils vont pouvoir estimer de plus en plus justement ce qui se passe à ce niveau-là, grâce au fait qu'ils ont des informations ici, 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 ici et ici. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, si au départ ils avaient fait une interpolation avec ces points-là, et qu'après on a rajouté ce nouveau point, ben, ils vont être capables d'intégrer ce nouveau point dans cette interpolation en utilisant déjà les calculs qui étaient faits avant. Voilà. Voilà un petit peu l'intérêt de l'algorithme d'Aitken. Alors, bien entendu, c'est toujours intéressant de comprendre des constructions mathématiques qui permettent d'aboutir à des résultats, et ici notamment l'interpolation polynomiale. Alors, je voulais maintenant qu'on aborde un point qui est toujours pas évident pour les étudiants, même quand ils sont très forts en maths. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous lisez là maintenant sur mon tableau? Qu'est-ce que vous lisez? Algorithme d'Aitken, fonction Récursive. Voilà, fonction récursive. Est-ce que parmi vous, y a-t-il des personnes qui sont en mesure de m'expliquer ce que c'est qu'une fonction récursive? Elle se sert du résultat précédent pour... C'est un peu comme une récurrence. D'accord. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, la fonction récursive?
cette- est capable d'être vrai à un rang n plus 1, d'un rang n à un rang n plus 1. Mhm. Qu'est-ce qu'elle a La de fonction, elle particulier s'appelle, une fonction récursive? elle s'appelle elle-même. Est-ce que tu utilises- Voilà, très très bien. C'est exactement ça, au fait. Une fonction récursive, elle a pour particularité de s'appeler elle-même. Donc ça veut dire qu'une fonction qui s'appelle elle-même, si on ne fait pas attention à ce qu'on écrit, qu'est-ce qui risque de se passer? Puisqu'elle s'appelle elle-même. Ben, ça peut aller jusqu'à l'infini. Exactement. Une fonction récursive, si on ne fait pas attention à ce qu'on écrit, c'est une fonction qui risque de ne jamais se terminer, puisqu'en fin de compte, elle s'appelle elle-même. D'accord? Alors, c'est pour ça que la première des choses qu'il faut toujours vérifier, c'est quel est le critère d'arrêt. D'accord? C'est-à-dire à quel moment, sous quelles conditions, la fonction arrête de s'appeler elle-même. Ça, il faut toujours le vérifier quand on fait un calcul récursif. Alors ici maintenant, cet algorithme d'Aitken, vous avez bien compris que cet algorithme d'Aitken, on peut en réalité le programmer ou l'implémenter sous forme d'une fonction récursive. Intuitivement, est-ce que vous comprenez pourquoi? Pourquoi cet algorithme d'Aitken, je peux l'implémenter sous forme d'une fonction récursive? Ben, dans la formule, on a besoin de l'étape d'avant à chaque fois. Parce que, alors, il y a un petit peu de ça parce que, alors, donc, comme vous l'avez vu dans le cours, j'ai essayé de l'illustrer. Vous avez vu que, pour reprendre un exemple, prenons un peu l'exemple que j'ai illustré ici dans le cours pour bien comprendre la partie récursive. On a un polynôme ici que j'ai nommé P3 de x parce que tout simplement, il passe par 4 points. D'accord? J'ai appelé ça P3 de x. Vous voyez que l'algorithme d'Aitken nous dit, bon, pour que je puisse construire ce P3 de x, il faut que je connaisse le polynôme qui passe par les 3 points qui sont ici à gauche et le polynôme qui passe par les 3 points qui sont ici à droite. Donc, ça veut dire qu'il faut que je connaisse les 3 points de droite et les 3 points de gauche. Donc, ça veut dire qu'il faut que je connaisse le polynôme Q2 et il faut que je connaisse le polynôme R2 que j'ai illustré ici. Et vous voyez bien que je vais pouvoir appliquer ce raisonnement-là à chacun de ces deux polynômes. Puisque pour pouvoir le connaître à lui, j'ai besoin de connaître les deux ici qui sont à droite et les deux ici qui sont à gauche. Et réciproquement, je vais continuer comme ça. Pour connaître le polynôme qui passe par ces deux points, j'ai besoin de connaître le polynôme qui passe par celui-ci, donc à gauche, et le polynôme qui passe ici à droite. Un point. Donc, vous voyez que je vais comme ça descendre jusqu'à arriver à un stade où je vais pouvoir connaître le polynôme qui passe par un point parce que je serai arrivé au polynôme de degré 0. Donc, quand j'arrive au polynôme de degré 0, qu'est-ce qui va se passer? Je vais le faire ici en rouge. Je vais pouvoir, à partir de ces deux polynômes-ci, hop, construire ce polynôme-ci. Et puis, en fin de compte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici. Et puis, ici, de nouveau, je vais descendre au polynôme 0. L'autre polynôme 0. Et je vais pouvoir reconstruire
ce polynôme ici de degré 1. Comme je connais le polynôme de degré 1 et de degré 1, ben, je vais pouvoir remonter ici au polynôme de degré 2. Et après, bien entendu, je vais repartir sur celui-ci, qui à son tour va être décomposé, pour ensuite, hop, remonter de nouveau là, venir ici, recalculer ça, pouvoir remonter là, et en fin de compte, pouvoir calculer mon polynôme final qui est ici. Donc, vous voyez qu'ici, on a la notion de récursivité qui est très, très claire. Puisque si on regarde comment on peut mettre cet algorithme sous forme récursive, voilà ce qu'on peut dire. On dit, voilà, si mon polynôme, si le polynôme que je construis, il est de degré n, donc ça veut dire que n est supérieur ou égal à 1, alors je vais aller utiliser des polynômes de degré n-1. Si n égale à 0, ben ça veut dire que le polynôme que je veux construire, c'est tout simplement l'ordonnée du point. Et c'est ce qui permet ici d'avoir le critère d'arrêt de ma fonction récursive. Donc, si on la regarde, la fonction récursive, là, en zoomant dessus, comment ça va se passer? Vous voyez que cette fonction-là, ben, elle s'appelle Aitken-Rec, et c'est cette même fonction, Aitken-Rec, qui est appelée ici. Et à chaque fois qu'elle est appelée avec un nombre d'éléments inférieur de 1 par rapport à celui avec lequel on est rentré dans la fonction. Jusqu'à arriver à quoi? Ben, jusqu'à arriver à n égale à 0, c'est-à-dire que length de x égale à 1, c'est-à-dire que je n'ai plus qu'un seul point. Et dans ce cas-là, quand j'ai qu'un seul point, ben, je sais construire mon polynôme. Sinon, c'est-à-dire que si je suis au-dessus de 1, je vais de nouveau encore appeler ma fonction. Donc, je vais appeler ma fonction pour construire Q, je vais appeler ma fonction pour construire R. Quand j'ai Q et R, ben, je vais pouvoir construire la valeur de mon polynôme qui passe par les points contenus dans Q et contenus dans R. Alors, la récursivité, c'est un concept qui est très, très puissant, puisque ça permet de pouvoir faire ce qu'on appelle de l'exploration algorithmique dans toutes ces possibilités. Voilà. Ce qui est un petit peu déroutant quand on travaille avec des fonctions récursives, c'est qu'au fait, on a du mal, quand on a un problème, au fait, on a du mal à le retranscrire sous forme d'une fonction qui est récursive, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui peut se faire presque naturellement. Quand, par exemple, je vous dis la fonction factorielle. Alors, par exemple, factoriel de 10. C'est quoi factoriel de 10? Comment je calcule factoriel de 10? Ou 10 factoriel? Qu'est-ce que je fais comme opération? 10 fois 9 fois 8. Exactement. Je fais 10 fois 9. Donc, ça veut dire que je fais tout simplement 10 que multiplie le factoriel de 9. Voilà. Voilà un exemple de fonction récursive qui est très facile à comprendre. Et à quel moment je m'arrête?
puisque après je vais faire 9, factoriel de 9, ben c'est 9 fois factoriel de 8, etc., etc. Et à quel moment je vais m'arrêter? Parce que Quand on sinon, arrive à Quand 1, on arrive. quand on arrive à 1 ou quand on arrive à 0. Puisque par convention, le factoriel de 0, c'est 1. Voilà. Voilà le critère d'arrêt pour une fonction simple factorielle. Ben, c'est exactement le même concept si vous avez compris cette illustration que je vous ai mis ici. Comment à partir d'un polynôme là, de degré 3, je vais devoir construire un polynôme de degré 2, ensuite un polynôme de degré 1, jusqu'à arriver au polynôme de degré 0. Donc si vous avez compris cet arbre ici, vous n'aurez normalement pas trop de mal à comprendre la fonction récursive ici que vous trouverez dans le cours. Alors, c'est quoi vos impressions? Est-ce que c'est compliqué ou est-ce que vous avez besoin de revoir ça à tête reposée? Ou est-ce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas claires du tout? Oui, monsieur, en fait, moi, je comprends juste pas ce qu'il y a dans l'algorithme pour Q ou pour R, ce que vous mettez entre parenthèses. Ce que je X de mets, 2, ce que je mets ici entre parenthèses, non, c'est au-dessus. Ouais. Oula. là. Oui. Bah là, ça veut dire que au départ, vous voyez bien que à chaque fois, au début, quand j'appelle la fonction, la première fois qu'on va appeler cette fonction, on va lui communiquer quoi comme argument? Combien il y a d'arguments ici? Combien vous lisez d'arguments? On va 3. zoomer là-dessus. 3, très bien. Donc, x, c'est quoi ce x que vous lisez ici? Ça, c'est tout simplement, la valeur d'un point pour lequel je veux évaluer mon polynôme. Et que représentent grand X et grand Y? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Parce que je pensais que ça, c'était clair pour tout le monde. Que représentent grand X et grand Y? C'est l'ordonnée, non? Grand X et grand Y, ça représente les abscisses et les ordonnées des points de colocation. Imaginons que par exemple, je voulais construire ce polynôme P3 de X. J'aurais eu dans grand X, qu'est-ce que j'aurais eu dans grand X? Ça aurait été un vecteur ou un tableau avec X indice 0, X indice combien? 1, X indice 2 et X indice 3. Voilà ce que j'aurais mis dans le tableau grand X avant d'appeler ma fonction. Et qu'est-ce que j'aurais mis dans le tableau grand Y? Parce que vous voyez bien que quand je l'appelle cette fonction, je lui communique grand X et grand Y. Qu'est-ce que j'aurais mis dans grand Y? Je vous écoute. Les ordonnées correspondantes. Tout simplement. 0, Voilà. Je vais mettre tout simplement les ordonnées correspondantes. Y indice 0, Y indice 1, voilà, etc. jusqu'à Y indice 3. Pour rester sur cet exemple. Donc la première fois que je vais appeler ma fonction, je vais appeler avec ce tableau grand X et ce tableau grand Y. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais rentrer dans la fonction. Donc là, la première fois qu'on rentre dans cette fonction, si on prend l'exemple que je viens de montrer, que vaut length de X? Si on reste sur l'exemple que je viens de montrer, il vaudrait combien? 4. Ouais. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il vaudrait 4. Donc, il va faire n égale à 4 moins 1. Ça fait 3. Il voit bien que ce n'est pas égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir exécuter cette partie-là de la fonction.
Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien sûr conserver toujours le même point X, puisque je m'intéresse à un point X donné. Voilà. Et il va prendre cette fois-ci, il va prendre X et Y, mais cette fois-ci, on va partir de où? On va partir de où à où? On va partir de la case numéro 2 jusqu'à la case N plus 1. Donc ici, on est rentré ici, on a dit N, c'était égal à l'env de X, ça fait 4, moins 1, ça fait 3. Donc il va prendre le tableau grand X de la case 2, 3, 4, puisqu'il va aller jusqu'à N plus 1. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, il va rappeler la fonction avec cette fois-ci une partie du tableau. Cette Ah, ok, partie-là. c'est bon. D'accord. Ça va mieux? Voilà. Ouais, et après on fait 3 et enfin, n il Exactement, vaudra 2. jusqu'à arriver à un stade où le tableau n'a plus qu'un seul. Un seul quoi? Un seul Un seul élément. voilà, un seul élément. C'est-à-dire quand on arrive à ce stade-là. Ok. Ça va mieux? Oui, c'est bon. Merci. Ok, nickel. C'est chaud, Très bien. chaud, hein. Comment? C'est chaud. Hein. Ouais, c'est chaud. Bah oui, bien sûr que c'est chaud. Mais c'est pour ça que voilà, je vous le présente pour vous expliquer un peu les principes. Après, rien ne vous empêche de pouvoir approfondir. Si un jour j'ai le temps, je vous ferai une petite présentation sur des fonctions récursives que moi j'ai écrites et pour faire tout simplement de l'exploration pour des robots ou pour faire de la construction de figures géométriques en architecture. Enfin, il y a beaucoup de domaines où la récursivité est un puissant outil. Voilà. C'est un outil très très puissant en maths et informatique. Voilà. Bon, maintenant, je vous ai mis ça dans le cours parce qu'il me semble que c'est important que vous compreniez les concepts de récursivité. Je ne dis pas que ça va être quelque chose que vous allez utiliser tous les jours de votre vie professionnelle. Voilà. Mais il n'empêche que faut quand même faut quand même comprendre ce que c'est parce que vous pouvez être amené un jour à devoir utiliser ces concepts-là de récursivité. Voilà. Alors, bien entendu, on va pas, on va pas s'éterniser là-dessus, on va pas passer l'après-midi là-dessus. On va maintenant continuer à travailler sur ce chapitre de l'interpolation pour pouvoir passer le plus vite possible au chapitre 5. Donc on continue à explorer un petit peu maintenant l'interpolation polynomiale. Donc on a vu jusqu'à présent deux méthodes. On a vu qu'on pouvait construire notre polynôme avec des polynômes de Lagrange. On a vu qu'on pouvait le faire aussi avec l'algorithme d'Aitken. Et avec l'algorithme d'Aitken, on a la possibilité de le faire soit avec une fonction itérative, soit avec une fonction récursive. Donc voilà pour la construction d'un polynôme. Alors maintenant, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est j'ai une fonction. Voilà. J'ai une fonction. Et à partir de cette fonction-là, j'ai pris des points. Voilà, j'ai pris des points. Et à partir de ces points-là, j'ai pu construire un polynôme. Donc on va dire ici, voilà. Hop. Voilà, j'ai pu construire un polynôme qui passe par ces points-là.
Donc, j'ai pu construire un polynôme qui passe par ces points-là. Et bien entendu, ça veut dire que j'ai fait quoi? C'est-à-dire que j'ai approximé une fonction par un polynôme. Donc ici, j'ai une fonction f que j'ai approximée par un polynôme p. Alors, si je fais une telle approximation, j'approxime une fonction par un polynôme, je dois être en mesure de pouvoir quantifier l'erreur que je commets. Donc, pour pouvoir quantifier cette erreur, on va se servir d'un théorème. Donc, soit f, une fonction définie sur un intervalle AB, hein, intervalle AB, une fonction qui est n plus 1 fois dérivable, telle que, en valeur absolue, la n plus unième dérivée de ma fonction soit bornée par une constante m supérieure à 0. Donc, si P indice n désigne le polynôme d'interpolation de f sur la subdivision x indice 0, x indice 1, etc. jusqu'à x indice n de l'intervalle AB, alors on a pour tout x appartenant à l'intervalle AB l'erreur, donc la fonction que j'approxime par un polynôme, f de x moins pn de x, qui reste inférieur ou égal à m, qui est le majorant de la n plus unième dérivée, divisé par n plus 1 factoriel, le tout multiplié en valeur absolue par x moins x0, x moins x1, x moins x jusqu'à x moins xn. Alors, on peut bien sûr se poser la question de savoir, mais je ne comprends pas pourquoi. Quel est maintenant quel est le souci? Quel est le problème? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de quantifier une erreur? On peut très bien se poser la question. Ben, la réponse, elle est simple. Elle est que si j'approxime une fonction f par un polynôme p, vous voyez bien que je commets une erreur et je dois pouvoir dire quelle est l'ampleur de cette erreur. Et pour pouvoir quantifier, pour pouvoir dire voilà combien va valoir l'erreur en un point x lorsque j'approxime f par p, ben je vais pouvoir me servir tout simplement de ce théorème-là pour pouvoir quantifier l'erreur que je commets. Alors, Monsieur? oui. À partir de quelle valeur l'erreur est acceptable? Ça, la seule chose qui peut vous donner des indications là-dessus, c'est votre application. C'est l'application sur laquelle vous travaillez. Si vous travaillez sur... oui, c'est l'application sur laquelle vous travaillez qui va vous dicter les contraintes à respecter. Sur un champ de mine, je peux avoir des erreurs qui vont aller du centimètre au mètre. Voilà. Sur un calcul de, je sais pas, de laser, je vais devoir travailler sur du micro. Tout dépend du cadre applicatif dans lequel vous utilisez votre interpolation polynomiale. Alors, prenons un exemple pour rendre les choses un peu concrètes. Voilà. Alors, imaginons que vous connaissez le logarithme ln, vous savez tout ce que c'est. Imaginons que vous connaissez le logarithme népérien de la valeur 529 et que vous connaissez le logarithme népérien de la valeur 530. Voilà, pour donner un exemple. Donc, et j'aimerais bien, donc je connais que ces deux valeurs-là, et j'aimerais bien avoir une valeur approchée d'un point
qui est entre 529 et 530. Donc, on va dire, voilà, on voudrait une valeur approchée de logarithme népérien de 529,62. D'accord? Donc, on peut donner une majoration de l'erreur commise en calculant une valeur approchée de ln de 529,62 par une interpolation utilisant les valeurs ln de 529 et ln de 530. Donc, ça veut dire qu'au fait quoi? Je connais ln de 529, je connais ln de 530, je ne connais pas ln de 529,62, mais je peux connaître une valeur approchée de ça. Sauf que la question que je me pose, c'est que si je connais une valeur approchée, de combien s'écarte-t-elle de la vraie valeur? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Étant donné que ici j'ai 2 points, ben, je vais faire une interpolation polynomiale avec un polynôme de degré 1, puisque j'ai 2 points. Et je vais pouvoir, grâce à ce théorème, dire que voilà, l'écart que je commets entre la valeur approchée du point et la vraie valeur, cet écart-là, ben, je vais pouvoir la calculer grâce à ce théorème. Donc le théorème, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc quand on le regarde, il nous dit ben, pour pouvoir calculer cet écart en un point x, donc ici le point x dans notre exemple c'est 529,62, voilà. Pour pouvoir calculer cet écart, on a besoin de connaître un majorant de la n plus unième dérivée. Ici n, bien entendu, se réfère au degré du polynôme. Donc ici, polynôme de degré 1. Très bien. N plus unième dérivée, ben, ça veut dire que je vais devoir dériver 2 fois. Donc la première dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et la deuxième dérivée de ln de x, donc c'est la première dérivée de 1 sur x, donc c'est moins 1 sur x2. D'accord? Moins 1 sur x2. Alors, le moins 1 sur x2, qui est donc la n plus unième dérivée, je vais voir par quoi elle est bornée sur l'intervalle AB. Donc ici, moins 1 sur x2 en valeur absolue, ben c'est une quantité qui va être maximum lorsque x est minimum, c'est-à-dire pour x égale à 529. Je vais donc pouvoir trouver le majorant. Il est là. Ben, une fois que j'ai le majorant, je vais pouvoir dire qu'en fin de compte, quand je calcule une approximation de ln de 529,62, d'accord? Quand je calcule l'approximation de ça à l'aide d'un polynôme, l'erreur que je commets au maximum, elle est de 5.32 10-7. Donc j'utilise tout simplement le théorème où vous reconnaissez bien sûr ici le majorant divisé par 2 factoriel, donc 2 fois 1. Et vous avez bien sûr le m ici qui est 1 sur 529 au carré, il est là. Et là, vous avez quoi? Ben, vous avez tout simplement votre point x, 529,62 moins x0, donc moins 529, et 529,62 moins x1, donc moins 530, c'est-à-dire 0,62 et 0,48 que vous avez ici. Donc, c'est-à-dire que quand j'approxime par un polynôme, je vais commettre cette erreur-là. Et donc, quand on fait vraiment le calcul, donc l'erreur observée liée à cette interpolation est donc je vais calculer à l'aide de mon polynôme la valeur en 529,62. Je vais calculer la vraie
le vrai logarithme népérien de 529,62 et je me rends compte que l'erreur que je commets, elle vaut 4.2 10-7, qui reste bien entendu inférieure ou égale à la valeur qui m'est donnée ici par le théorème. Voilà un peu l'exemple d'utilisation de ce théorème de calcul d'erreur. Alors, il est important parce que si vous dites, voilà, j'approxime quelque chose par autre chose, il faut que vous soyez capable de dire et de quantifier l'erreur que vous commettez par cette approximation. Si vous êtes incapable de dire, d'énoncer l'erreur que vous faites par cette approximation-là, ben ça veut dire en fait que vous utilisez quelque chose, mais vous ne savez pas trop ce que ça pourrait donner. Et ça, bien entendu, c'est pas dans la démarche d'un ingénieur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions? Ok, alors si vous n'avez pas de questions, on va donc si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir passer à la suite pour clôturer ce chapitre. Et si vous le voulez bien, vous m'accordez juste quelques minutes, le temps de prendre un petit café et de revenir sur ce cours. Voilà.